Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT, tout de suite le sommaire. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Nouvel outil incontournable, l'IA s'infiltre, améliore ou questionne tous les domaines de votre vie. On en parle avec Boris Valbaum dans la première partie de notre émission. Quelle situation pour les MJC en France, les maisons des jeunes et de la culture? Relais essentiel de l'accès à la culture sur le terrain et à travers le territoire. Eh bien, on s'entretient avec le directeur général des MJC de France. Ce sera en seconde partie, mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec l'actualité internationale et le conflit entre Israël et Iran. Les frappes et ripostes se poursuivent. On s'inquiète aussi du sort de nos otages français. Les gardiens de la révolution iraniens ont affirmé dans la nuit de mardi à mercredi avoir tiré des missiles hypersoniques vers Israël. De son côté, l'armée israélienne annonce avoir frappé des sites de production de centrifugeuses d'uranium et des usines d'armes en Iran. Le bilan de ce conflit est d'au moins 248 morts et des milliers de blessés. Et dans cette situation totalement instable, on rappelle que des Français sont toujours détenus en Iran. L'enseignante Cécile Colère et son compagnon Jacques Paris. Ce matin, Noémie, la sœur de la professeure, témoignait de ses inquiétudes et plus encore. C'est de l'angoisse et de la terreur en fait. La situation est absolument terrifiante. Cécile et Jacques sont au milieu des bombes. On n'a plus de nouvelles depuis le 30 mai et on n'a aucun moyen d'entrer en contact avec eux, ni nous, ni les autorités françaises. Donc on est absolument terrifiés. Les deux otages sont toujours détenus dans la section 209 de la prison d'Evin, l'établissement pénitentiaire de la capitale iranienne. Louis Arnaud, un Français de 35 ans, a d'ailleurs été détenu pendant 2 ans par le régime iranien. Sur cette période, il a passé 6 mois dans cette fameuse prison avant sa libération en juin 2024. Écoutez son témoignage. Eux, ils sont depuis presque 3 ans. Et les conditions, typiquement, c'est une cellule de 8 mètres carrés sans fenêtre, avec des lumières éblouissantes allumées 24 heures sur 24. Et on vit sous l'œil des caméras. Il n'y a rien dans cette cellule. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de livre, pas de télévision. On vit, on dort, on mange à même le sol. Et on vous sort 2 à 3 fois par semaine, 30 minutes. Et c'est tout. Des conditions de détention quasiment inhumaines et une prison comme n'importe quel bâtiment à la merci des frappes israéliennes. Certaines ont d'ailleurs eu lieu à environ 2 km de la prison, de quoi augmenter encore plus les inquiétudes de Cécile Colère. Les coups de fil qu'on a, c'est très aléatoire. On ne sait jamais quand ils vont appeler et c'est toujours très court, sous la pression de leur geôlier. Et là, Cécile et Jacques sont dans un état de désespoir extrêmement avancé. Ils n'y croient plus. Ils sont à bout de force. Donc, ils étaient déjà très fragilisés avant les frappes. Et aujourd'hui, on est certain qu'ils les ont entendus. On ne sait pas à quel niveau d'information ils ont accès. Ils doivent être terrifiés. Et encore une fois, ni nous, ni les autorités françaises n'avons de moyens d'entrer en contact avec eux. Et c'est quelque chose qui nous terrifie tous les jours. Voilà, et c'était Noémie Colère, la sœur de Cécile Colère. Les autorités françaises disent être pleinement mobilisées pour leur libération. Entre 2023 et 2025, 5 Français ont été libérés après plusieurs mois, voire plusieurs années de détention. Mais Cécile Colère et Jacques Paris détiennent le triste record de 3 années complètes d'incarcération, dont 3 mois à l'isolement total. Ils sont les derniers Français retenus en Iran. Lorsqu'on parle de conflit à l'international, on parle bien sûr aussi du programme des lycéens, depuis hier déjà et aujourd'hui encore au baccalauréat. L'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques est l'une des plus choisies par les élèves. Ouais, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Selon une étude de l'éducation nationale, 1/4 des terminales la choisissent, derrière les matières plus classiques que sont les maths, la physique, chimie et les sciences économiques et sociales. Alors en pleine escalade du conflit entre Israël et l'Iran, il faut se tenir informé jusqu'à la dernière minute de l'épreuve, comme le fait Bilal. J'ai refait mes fiches de révision, j'ai rajouté les pressions que met l'Iran à propos du détroit d'Ormuz, ça pourrait faire une bonne accroche. Et les échanges de frappes stratégiques, la situation dans la bande de Gaza aussi, et en remontant dans le temps le départ de la guerre entre Israël et le Hamas avec les attaques terroristes du 7 octobre. Écoutez de nouveau Bilal et Zaineb. Ça date pas du 7 octobre, il y a la guerre de 6 jours, la première intifada, la deuxième, ça nous a aidé à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça dure autant aussi. J'ai fait mon ouverture sur conflit aujourd'hui en Palestine parce que le sujet c'était juger les génocides et les crimes contre l'humanité.
Zaineb fait partie de ces nombreuses lycéennes à avoir choisi l'option HGGSP. C'est la deuxième spécialité la plus prisée par les filles au lycée et le retour d'expérience est plus que positif. Si on ne fait pas de maths ou de physique-chimie, on a plus de connaissances dans des débats. Par exemple, quand on parle avec des gens, c'est pas seulement nos opinions à nous, c'est des faits historiques, c'est des faits réels en fait, qu'on apprend. Voilà, témoignage recueilli à Marseille par Mathilde Vinceneux. Sans transition, on en parlait déjà hier, Mélanie, la surveillante tuée à coups de couteau par un collégien, va être décorée. Une légion d'honneur à titre posthume, c'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Une décoration symbolique, c'était déjà le cas pour Samuel Paty, ce professeur d'histoire assassiné par un jeune radicalisé. Même chose pour Dominique Bernard, le professeur de lettres assassiné lui aussi par un élève radicalisé. Et tout cela révolte l'éditorialiste Isabelle Saporta. C'est quand ils sont morts qu'on les décore, nos professeurs et nos surveillants. Jamais on ne leur rend hommage de leur vivant. Ces sentinelles de la République le mériteraient 1000 fois. Pourtant, il y a quelque chose de presque indécent à ne leur donner la Légion d'honneur qu'une fois qu'ils ont été assassinés. Pourquoi faut-il toujours attendre que ces éducateurs soient morts pour les traiter avec considération? À quoi elles leur servent désormais ces récompenses? Elles ne leur rendront pas la vie, elles ne les rendront pas à leurs proches. Elles nous donnent juste bonne conscience pour ne pas avoir su protéger ceux qui désormais sont en première ligne pour sauver ce qui peut l'être encore de notre République. On entend ce que vous dites, Isabelle, mais c'est un hommage quand même qui est rendu à leur courage. Oui, j'aimerais croire qu'il s'agit d'un hommage rendu à leur courage, à leur engagement, à leur abnégation. Je crois hélas qu'il s'agit d'un peu de baume que l'on passe sur notre mauvaise conscience, une marche blanche, une minute de silence, une légion d'honneur à titre posthume, comme si la société n'était capable d'offrir à ses éducateurs qu'une compassion post-mortem. Mais la France ne peut pas se résoudre à devenir une machine à pleurer ses morts. Notre pays doit être capable de protéger ses vivants et de les honorer pendant qu'ils le sont encore. Mélanie, victime d'un collégien, cette délinquance et cette violence des mineurs, on en parle de plus en plus régulièrement malheureusement et elle explose en Guadeloupe. Les autorités appellent à un sursaut républicain. Depuis le début de l'année civile, on comptait déjà 27 homicides en un peu moins de 6 mois donc. C'était 33 sur toute l'année dernière. Il y a les homicides mais aussi les tentatives, 111, là aussi un chiffre qui a bondi. Tout comme les vols à main armée, 300 depuis le début de l'année. L'île est tout simplement parmi les départements français avec le plus de criminalité. L'analyse d'Éric Morel, procureur général de Basse-Terre en Guadeloupe. Ces mineurs accèdent facilement à des armes de poing, sont au contact d'organisations criminelles qui n'hésitent pas à les utiliser pour dérober notamment des bijoux en or. Et donc, on a plein de gamins de 13-14 ans qui se baladent avec des pistolets semi-automatiques 9 mm. Le dernier procès d'assises où je tenais le siège du ministère public, c'est un gamin de 15 ans qui voulait dérober un scooter, qui a braqué le pilote du scooter, lequel n'a même pas eu le temps de dire oui, non, je te remets le scooter, qui s'est pris une balle dans la tête. Ça a duré 10 secondes. On s'entretue pour un mot de travers, pour une voiture mal garée, pour des prétextes absolument futiles. Quand j'étais procureur à Nîmes, je pensais avoir vécu un paroxysme de violence et là on est largement au-dessus. Davantage de moyens policiers mais aussi judiciaires, voilà ce que réclament les autorités car les parents semblent désemparés entre difficultés financières et déscolarisation importante. L'école justement, on en parle avec les groupes de niveau qui est une mesure phare de Gabriel Attal à l'époque. Eh bien ces groupes de niveau sont déjà menacés. On rappelle ces groupes instaurés en 6e et 5e pour les cours de français et mathématiques mais un rapport d'inspection de l'éducation nationale n'est pas vraiment très élogieux dans ses premiers résultats. Entre une organisation complexe et une stigmatisation des élèves. C'est d'ailleurs exactement ce que disent les principaux concernés des élèves de 6e d'un collège parisien, interrogé par Louise Salé. Quand on sortait de la salle, il y avait des 4e, ils disaient qu'on est dans cette classe parce qu'on est bête. Alors c'est assez compliqué par rapport au déplacement de cours, parce que quand il y a quelqu'un qui pourrait peut-être avoir 2 heures de perm, et ben c'est compliqué de déplacer en fonction de tout le monde. Et le problème, c'est qu'on n'avance pas au même rythme. Et puis autre élément pointé dans ce rapport, mais également par une professeure de mathématiques de ce collège, les progrès limités des élèves. On peut dire que ça n'a pas du tout porté ses fruits, puisqu'on s'est retrouvé avec des élèves donc en difficulté, peu motivés. L'hétérogénéité, c'est pas un problème, c'est une chance. Et ça nous a été retiré, ça a été extrêmement dommage.
Alors, se dirige-t-on vers la fin de ces groupes de niveau? Pas forcément, mais vers un réajustement. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne pour la rentrée prochaine. Des enfants parfois en difficulté à l'école et des parents aussi, mais face à un autre problème, le coût de la cantine et du périscolaire. C'est notamment le cas en Loire-Atlantique. À Rezé, au sud de Nantes, l'année scolaire 2024-2025 n'est pas finie, qu'on pense déjà à la prochaine. Et pour cause, il va falloir anticiper. La mairie a décidé de modifier les tarifs des cantines et des temps périscolaires pour une plus grande équité entre les familles. 38% d'entre elles vont voir la facture augmenter jusqu'à 200 € par mois. Une mesure accueillie avec plus ou moins de compréhension par les parents, interrogés par Anne Bertrand. Je n'ai pas regardé exactement, mais en soi, je ne suis pas contre que ça augmente pour que ce soit plus juste pour ceux qui ont moins les moyens de payer le périscolaire. Oui, si ça permet de répartir les ressources équitablement, c'est une bonne chose, je pense. Et donc, vous êtes prêt à payer un peu plus? Si l'augmentation est raisonnable, oui, tout à fait. Moi, je comprends la démarche. Après, c'est toujours pareil, on a toujours l'impression d'être le dindon de la farce quand on est, on va dire, classe moyenne. Donc nous, on se posait la question carrément de trouver des solutions alternatives. C'est soit trouver avec des amis ou de la famille la moyen de récupérer en fait l'enfant soit le midi, soit le soir. Je comprends le principe, mais c'est toujours ces classes-là qui effectivement vont devoir faire des efforts supplémentaires, mais au bout d'un moment, on n'est plus dans l'effort supplémentaire, on n'y arrive plus. Voilà, pour les élus locaux, on parle tout simplement d'une tarification plus juste qui permettra aux familles les plus modestes de payer seulement 1 € la pause méridienne de 2h15 et jusqu'à 9,88 € pour les plus aisés. La mairie a déjà reçu plusieurs courriers de parents mécontents et la rentrée n'est que dans 2 mois et demi. Quand même, 10 € par repas, c'est beaucoup. Toujours au sujet de la nutrition de nos enfants et même des adultes, il y a urgence sur la place de la malbouffe dans nos supermarchés. Mais c'est pas une nouvelle, ça. Ouais, 75 associations alertent sur la place trop importante laissée aux aliments trop gras, sucrés, salés ou ultra transformés dans nos rayons. Nadia Zian, directrice du pôle consommation de l'association Famille Rurale, rappelle qu'il y a urgence à agir. Une personne sur 2 est en surpoids en France. L'une des causes principales, c'est l'exposition, et notamment l'exposition des enfants à ces produits qui sont trop gras, trop sucrés et trop salés. Et on a aujourd'hui un certain nombre d'études, un certain nombre d'organismes reconnus comme l'OMS ou l'ANSES, qui établissent un lien direct entre la surconsommation de ces produits et l'exposition qu'on en fait, et notamment des enfants, via le marketing et la publicité. Soyons clairs, voilà, c'est la pub. Vous voulez interdire la pub partout, à la télé, à la radio, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Soyons clairs, pour les chips, le soda, les pâtes à tartiner, quoi. C'est tout à fait ça. Et là où il faut rassurer tout le monde, pas de panique, ça a déjà été fait dans d'autres États, comme le Chili, comme l'Argentine, comme les Royaumes-Unis. Et ce dont on se rend compte dans ces pays, c'est que non seulement ça n'a pas causé d'importants préjudices publicitaires, et par ailleurs, ça a réellement fait baisser la consommation de ces produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Et ça a eu des incidences positives sur la santé des enfants. Voilà, Nadia Zian qui précise aussi que les enfants n'ont pas la même faculté que les adultes, celle de comprendre qu'on induit des comportements chez eux, dont celui de la malbouffe par la publicité. À Malaga, en Espagne, se tenait justement le congrès européen sur l'obésité. C'était en mai dernier et des chercheurs de l'université de Liverpool ont prouvé que les enfants âgés de 7 à 15 ans sont particulièrement vulnérables face aux différentes formes de publicité alimentaire. Ils ont soumis un groupe de 240 adolescents à une série d'expériences, des jeunes exposés à divers types de publicités sur des produits alimentaires ou d'autres contenus non liés à la nourriture. Et les résultats montrent qu'une simple exposition quotidienne à un message publicitaire de 5 minutes environ sur des aliments riches en graisse, saturés en sucre, en sel, eh bien, ce message peut entraîner une augmentation de l'apport calorique quotidien des jeunes d'environ 130 kilocalories. Voilà pourquoi il faut alerter et c'est ce que font les associations aujourd'hui. Et puis on va terminer sur de la culture, mais pas de cinéma cette fois pour un mercredi. Une BD et la sortie de La Belle et la Bête, le nouveau livre de Jules qui fait déjà beaucoup parler. Ouais, vous l'aviez reçu sur ce plateau, tellement parlé qu'il a été censuré. La BD avait été commandée au départ par le ministère de l'Éducation nationale pour les 800 000 élèves de CM2 avant une annulation. Au dernier moment et sans explication, ce sont les mots de Jules. Enfin si, l'explication c'est peut-être que la BD n'a pas été jugée adapté aux lecteurs de cet âge, en cause peut-être les méchants personnages des douaniers français qui empêchent le père de la Belle de récupérer des marchandises débarquées d'un bateau baptisé l'Étoile d'Alger.
Et en fait, c'est tout l'humour du XVIIIe siècle. Dans ce texte, on raconte que le père va chercher des marchandises et qu'on lui fait des procès pour ces marchandises. Et donc, il y a un problème. Il faut bien illustrer ça. Donc, aujourd'hui, quand on va chercher des marchandises qui sont problématiques... Non, en fait, c'est pas ça qui m'a été reproché. Ce qui m'a été reproché, c'est manifestement, dans la mesure où tout le monde était très content de ce livre, c'est la représentation des personnages. Parce que c'est des personnages qui, peut-être, vous ressemblent, vous, un petit peu plus. Je suis sûr, Apolline de Malherbe, que quand vous étiez petite, vous ressembliez à cette petite fille. Je croyais que vous disiez à la bête. Ah, mais la bête, c'est plutôt moi, hein, en l'occurrence. Là, vous seriez la belle. Et en fait, ça correspond peut-être pas au classique canon des sorties de messe à Versailles, de boucles d'or aux cheveux comme ça étincelants. Et cette chose-là, d'une France qui ressemble à tout le monde, qui donne envie d'aller vers ces textes, et visiblement, mais vous m'avez pas répondu. Voilà, Jules qui ne comprend pas cette décision comme une partie de l'opinion publique et politique. Une vidéo de soutien dans laquelle François Hollande, Judith Godrèche, François Ruffin ou encore Édouard Philippe a d'ailleurs été publiée sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour apporter un soutien à l'artiste. Et si vous voulez revoir l'interview de Jules dans le Grand JT de l'Éducation, c'était il y a à peu près un mois. Vous allez sur la plateforme de School TV et vous la retrouverez. Merci beaucoup Adrien pour ces infos. L'intelligence artificielle est-elle une avancée technologique qui améliore l'éducation? Doit-on s'en méfier ou au contraire apprendre à composer avec? Boris Valbaum nous dit tout, notamment grâce à son dernier ouvrage Éducation IA. On en parle tout de suite avec lui. Boris Valbaum, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes président fondateur du Forward College et aussi auteur de Éducation IA, réinventer l'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle, paru aux éditions Débat Public. Ensemble, on peut se poser évidemment la question de savoir si l'IA est une menace, en l'occurrence pour l'école, on est sur School TV, donc c'est l'éducation en priorité qui nous intéresse. Ou est-ce que cette question est déjà obsolète du fait déjà qu'il faut composer de toute évidence avec l'IA? Oui, effectivement, 85% des lycéens utilisent l'IA, donc c'est un fait. 85%? Oui. Ah oui, quand même. Voilà, et ça monte tout le temps. Donc voilà, ça va atteindre le collège probablement assez rapidement. Dans les devoirs à la maison ou carrément aussi, évidemment, en pleine période d'examen, il y avait des sujets dans tous les sens sur les périodes de triche. J'ai pas les statistiques de la triche. Oui. Voilà, exactement. J'imagine bien, moi non plus d'ailleurs. Mais enfin, est-ce que vraiment on est sur les devoirs maison ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait de manière systématique pour pouvoir travailler et réviser finalement ces cours? Alors la réalité, c'est qu'on n'a pas une analyse très précise. Nous, on l'a au Forward College parce qu'on a donné accès à ChatGPT+ à nos étudiants en échange d'avoir accès à leur log. Donc nous, on peut savoir exactement comment ils l'utilisent, à la fois, est-ce que c'est pour apprendre, comprendre, se tester, analyser, évaluer. Mais aujourd'hui, ce que disent les enseignants, en tout cas, c'est que c'est massivement utilisé effectivement pour faire les devoirs, ce qui est évidemment problématique. Et oui, forcément, c'est problématique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet, évidemment, on le sait, de rédiger en quelques minutes une dissertation, de résoudre un problème de maths en quelques secondes. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre encore à développer ces fameuses compétences à l'école? Je sais que c'est une question très large, vous avez 4 heures. Non, mais j'ai demandé à ChatGPT de me le faire en quelques secondes. Vous surestimez. Oui, bien sûr, parce que, alors à moins qu'on ne veuille plus être intelligent, mais d'abord, au stade où on en est de l'intelligence artificielle, il faut encore savoir poser des questions. Et donc ça, c'est une capacité cognitive. Alors ce que tout le monde dit, effectivement, il faut savoir prompter, c'est comme ça qu'on le dit, ChatGPT, effectivement, mais, ou d'autres applications. Mais est-ce que c'est la réalité? Non, vous parlez finalement de réussir à avoir une intelligence qui soit innée, qui soit une capacité de réflexion. Bien sûr, non, mais voilà, ne serait-ce que ça aujourd'hui, il le faut. Mais plus fondamentalement, la façon dont fonctionne l'intelligence, c'est que même si vous apprenez quelque chose sur la tectonique des plaques, ce que l'on fait 2 fois d'ailleurs dans le cursus français, eh bien, vous allez non seulement savoir comprendre les phénomènes de subduction, c'est très technique en géologie, mais en fait, grâce à ça, vous allez comprendre des phénomènes plus larges, vous allez pouvoir faire des métaphores et vous dire, en fait, quand il y a des choses qui sont très lentes, qui se rapprochent et qui peuvent créer des grosses perturbations, parce que c'est des choses qui sont très grosses et qui ont, on appelle ça une quantité de mouvement importante, eh bien ça peut créer effectivement des failles quand elles s'écartent, ça peut créer au contraire des éruptions volcaniques, etc. quand elles se rapprochent. Et vous allez utiliser ces connaissances géologiques dans plein d'autres domaines.
dans des conflits entre des empires, par exemple. Donc, au plan politique, vous pouvez l'utiliser dans le domaine du business, quand vous avez des acteurs comme, je ne sais pas, Google et OpenAI qui se font concurrence sur l'intelligence artificielle. Donc, en réalité, dans l'intelligence et dans les connaissances qu'on apprend à l'école, se développe une capacité à comprendre le monde qui va bien au-delà de la contingence du savoir, comme on dit, c'est-à-dire le fait que c'est une connaissance géologique. Oui, mais justement, on n'est pas forcément que dans le savoir, c'est-à-dire toute la nuance. On parle d'intelligence artificielle, tout est dans le terme, en fait. Tout à fait. C'est un peu ce qui pose débat. Oui, mais alors, qui est une concurrence et que l'intelligence artificielle sache mimer ce processus que nous apprenons de façon organique, ça, c'est sûr. Dans quelle mesure c'est de même nature, ça on peut se le demander. Moi je pense que c'est plutôt de même nature, voilà. Mais même s'il n'y a pas de conscience, etc., c'est un processus. Quand on regarde d'ailleurs les réseaux de neurones, fonctionnent exactement comme nos neurones. C'est des connexions qui se pondèrent, qui sont plus ou moins intenses et qui finissent par des représentations du monde qui sont plus ou moins complexes et élaborées. L'esprit, la compréhension humaine, ça marche de la même façon. Donc oui, il y a une forme d'intelligence, mais ce n'est pas parce que la machine est intelligente qu'on ne doit plus l'être. De même qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a une machine à calculer qu'on a arrêté de faire du calcul, et on en est bien content. Donc la machine, d'ailleurs on fait du sport aujourd'hui, alors que l'activité physique n'est plus rémunérée. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'une machine le fait aussi que l'humain ne doit plus le faire. Le risque, vous dites, est que l'IA nous libère de la charge de la pensée. C'est-à-dire qu'on serait capable de ne plus penser ? Je pense qu'effectivement, oui, il y a un risque d'aliénation très important. C'est-à-dire que c'est plus grave que ça, c'est que en interagissant avec l'IA, mais comme avec les réseaux sociaux qui sont mus par l'IA, puisque c'est des IA qui sélectionnent les contenus des réseaux sociaux, eh bien, on laisse entrer la machine dans notre intimité, et l'IA en l'occurrence dans notre intimité. Est-ce qu'elle va savoir à quoi on réagit? Et quand on est même dans un dialogue avec elle, ce qui est plus grave, c'est qu'on est comme dans un dialogue avec une personne. Et c'est ce que je dis toujours d'ailleurs aux personnes sur l'IA, ne soyez jamais polis avec une IA. Vous dites pas merci à votre réfrigérateur, pas plus qu'à votre ordinateur. Et donc savoir faire la différence entre une machine qui peut vous utiliser autant que vous l'utilisez. Et on ne connaît pas très bien les intentions qui sont derrière des entreprises comme OpenAI ou Google. Voilà. Et on le voit, Google Maps, ça nous sert à nous diriger, mais ça sert aussi à Google de savoir où nous sommes. Et donc, si on laisse... l'on pense, est-ce que l'on regarde et nos recherches et d'influer effectivement. Nos recherches, on le voit bien sur les réseaux sociaux, mais sur évidemment les risques de dérapage, notamment politiques, idéologiques. Exactement. Et donc, se faire phagocyter par l'IA, qui va à un moment très bien comprendre la façon dont non seulement on réfléchit, mais aussi on sent, on réagit, c'est donner un pouvoir considérable d'influence à ces acteurs de l'intelligence générale, l'intelligence artificielle générative. Quand vous parlez justement de cette mue, effectivement, par rapport aux réseaux sociaux, c'est aussi faire référence aux algorithmes que sont toutes OpenAI, etc., et toutes les IA que l'on peut nommer aujourd'hui ici en France, mais il en existe, je ne sais même pas combien d'ailleurs, c'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers maintenant d'intelligence artificielle possible. Oui, parce qu'effectivement, vous construisez à partir d'une AI générique un gros modèle de langage, des AI plus spécialisés, donc je pense que personne n'en tient la comptabilité. Oui, voilà, exactement, donc c'est absolument énorme. Donc ça veut dire qu'il va falloir composer avec ces algorithmes en permanence, donc ça veut dire aussi apprendre à vivre avec ces algorithmes. Apprendre à vivre, et donc une question fondamentale d'un point de vue philosophique ou anthropologique, c'est de se dire, mais en fait, il faut former les jeunes, et ça doit être peut-être même une des préoccupations majeures de l'école, à faire la différence entre l'homme et la machine. Depuis très longtemps, l'école s'est construite sur un projet humaniste des Lumières, qui est que le primat de l'intelligence. Et donc, ce qui explique le fait que l'homme règne sur le monde, la nature, c'est son intelligence. Si vous continuez dans cette direction, à un moment, s'il y a une machine qui est plus intelligente que vous, ça pose quand même un vrai problème. Et pour revenir à ce que vous disiez, l'exemple concret de ChatGPT qui fait sa dissertation philosophique à un élève en quelques secondes. C'est non seulement un problème de triche, et puis les élèves peuvent effectivement chanter l'apprentissage, mais aussi un problème de motivation. Quel est le sens d'investir dans cette tâche laborieuse, difficile, qui demande beaucoup d'énergie, alors que la machine le fait en quelques secondes? Et c'est la même chose d'ailleurs, la question que vous posez pour les professeurs. Parce que finalement, ça va se poser pour tout le monde, cette question. Bien sûr. Je pense qu'il y a une blessure narcissique. Je pense qu'il faut vraiment être
Moi, j'emploie des profs, et des profs qui ont des doctorats d'universités prestigieuses. Bien évidemment, pour eux, c'est quand même assez difficile d'admettre qu'une machine peut être aussi experte que dans leur domaine d'expertise. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va bientôt le devenir. C'est quand même très désagréable. Vous parlez de cette intelligence, justement, qui est là et dont on parle souvent. Puis encore une fois, c'est pas anodin de parler d'intelligence et artificielle, quoi. Ce sont deux mots qui, tout d'un coup, sont totalement antithétiques et qui, pour autant, forment un tout. Vous parlez donc de palette de l'intelligence en 8 dimensions. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, alors bon, peut-être ces 8 dimensions-là, et en plus, en quoi elles ont un intérêt particulier? Je vais simplifier parce que 8, ça va peut-être un peu long, mais en gros, effectivement, l'école aujourd'hui, l'école et les universités, etc., sont focalisées sur ce qu'on appelle l'intelligence cognitive, c'est-à-dire l'intelligence des connaissances et du raisonnement, dont on parlait tout à l'heure, qui permet de faire des dissertations, des exercices de maths, etc. Mais il y a aussi l'intelligence sociale, et une des raisons qui explique le talent de l'espèce humaine, c'est sa capacité à collaborer. Il n'y a pas d'animaux qui collaborent aussi bien que nous. Et ce n'est pas tellement la puissance humaine, tant intellectuelle que physique, qui explique notre domination de la nature, c'est notre capacité à collaborer. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment on gère ses énergies, comment on arrive à détecter ses émotions, faire sens de ses émotions, développer une forme de résilience, gérer le stress, etc. etc. Et enfin, l'intelligence pratique, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas. Et c'est d'ailleurs quand même l'essentiel de ce qui nous arrive dans une vie professionnelle et dans une vie personnelle. D'ailleurs, on n'apprend pas à être parent, on n'apprend pas à faire des réunions, etc., etc. Mais apprendre à collaborer lorsqu'on est face à une IA, pareil, ça me paraît complètement, mais alors à l'opposé finalement, c'est un sens contraire. Hein, parce que finalement, on est face à son IA, seul. On compose avec, face à une dissertation ou face à la vie de manière générale, et pour autant, on se dit, par ailleurs, il va falloir que je collabore. Alors, c'est de ne pas faire société. L'intelligence, oui, alors, donc, le risque, c'est qu'effectivement, pour revenir à l'intimité, c'est que ce soit tellement facile, parce que l'IA est faite pour nous être agréable. Et à chaque fois que vous posez une question, question très intéressante, etc. Donc, elle a un biais, c'est construit pour justement rentrer davantage dans notre intimité, qu'on lui fasse davantage confiance. Donc, effectivement, le risque, c'est qu'on trouve de plus en plus difficile d'interagir avec des humains, parce qu'on interagit de plus en plus avec des IA qui sont, comme disent les anglo-saxons, frictionless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de friction quand on interagit avec une IA. On ne s'engueule pas avec ChatGPT. C'est pas possible. Donc, avec une encyclopédie non plus, hein, à l'époque. Hein. Oui, mais c'était pas, on confondait pas une encyclopédie avec un autre humain. Et surtout, voilà, il y a des gens qui ont pu passer toute leur vie dans des livres et ne plus pas trop parler aux êtres humains. Il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et bientôt sur ChatGPT avec les compagnons d'intelligence artificielle, etc. Il va y en avoir beaucoup plus. Oui, donc c'est là le risque effectivement d'être en retrait, d'être vraiment sur soi. Et c'est ce que Alain Damasio décrit très bien, et ce qu'il appelle les cocons numériques. Ouais. On est finalement dans une espèce de bulle. Et on n'est plus capable d'interagir avec les autres humains. Et je pense que le fond du projet éducatif que je défends dans ce livre, c'est de dire la seule certitude qu'on peut avoir dans un monde qui est hyper changeant, etc., et déjà à 5 ans, c'est pas très facile, mais alors à 10 ans, il y a 15 ans encore plus, c'est quand on est dans l'éducation, on doit se projeter à cet horizon-là. Sinon, on ne prépare pas pour dans un an. Eh bien, c'est de dire qu'on doit préparer nos futurs adultes à être à la fois bons à interagir avec la machine, qui va évoluer, mais avoir une aisance et bien comprendre ce qu'est la machine et ce que n'est pas la machine. La machine, c'est pas comme un être humain, d'où le fait de ne pas être dans la politesse, etc., etc., et de bien savoir interagir avec l'humain. Et donc, c'est cette figure du centaure que je défends dans le livre, et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'école n'est pas très bonne ni sur l'un, ni sur l'autre. Donc ça veut dire que les fondamentaux, ce qu'on appelle à la base les fondamentaux en primaire, en tout cas avant l'entrée au collège, donc qui sont les maths et le français, apprendre à lire, à écrire, à compter, très bien. Les fondamentaux d'après, c'est-à-dire on va prendre les grands classiques, la physique, l'histoire, je sais pas, la technologie, et puis évidemment le français, les maths et les langues. Est-ce que ces fondamentaux-là doivent rester les mêmes? Et encore, je parle du bac général, le bac professionnel en est un autre, etc. Est-ce que ces fondamentaux doivent rester les mêmes? Alors, moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est d'apprendre. En revanche, peu importe ce qu'on apprend. Oui, je pense qu'il y a 3 transformations dans l'éducation à opérer pour aller dans cette direction. Et bien sûr que c'est important d'apprendre. Comme je vous le disais, sur les plaques tectoniques, même si ça ne nous intéresse pas la géologie, en réalité, on apprend des choses et on va en inférer des choses qui vont être utiles pour nous. Mais il y a une des transformations qui consiste à passer d'une logique de programme, comme on se fait servir à la cantine des brocolis, parfois un peu trop cuits, à une logique d'exploration.
Donc, comment on peut donner aux étudiants plus de choix sur ce qu'ils vont apprendre? Alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, au collège, vous avez, pas à partir de la 6e, mais à partir de la 5e, je crois, en gros, 2 heures de techno, 2 heures de sciences et vie de la Terre et 2 heures de physique-chimie. Donc, qui a un bon souvenir d'un prof ou d'un cours de SVT, à part moi qui répète plusieurs fois avec mes 3 enfants la tectonique des plaques? Pas grand monde. Or, vous pourriez tout à fait dire, en gardant le même nombre de profs, sans rien changer, etc., dire, vous choisissez, soit c'est la SVT, soit c'est la chimie, soit c'est la technologie. C'est pas parce que vous allez profond et pas large que vous n'apprendrez pas autant. C'est ce qui se passe un peu d'ailleurs avec Parcoursup, avec la nouvelle réforme qui a été faite par Jean-Michel Blanquer, le choix des spécialités. Ouais. Oui, tout à fait. Alors il y avait déjà un choix en réalité au lycée. Oui. Là, on parle du collège, donc c'est un choix plus important. Un des enjeux, c'est de passer effectivement dans cette logique d'exploration et de donner plus d'autonomie et plus de pouvoir aux élèves pour découvrir. Alors on peut aller plus loin avec la pédagogie par projet. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites avec les aventuriers sur les colonies de fourmis qui sont dans la classe. Et puis donc, du coup, les élèves s'y intéressent, se posent des questions. Et alors à ce moment-là, le prof est là pour dire, tiens, mais comment vous pourriez démontrer ça? Et donc, c'est toute la démarche scientifique qui, tout d'un coup, se met en branle. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on est face à des enfants qui deviennent des scientifiques sans même avoir l'impression de manger un plat de brocoli. Oui, c'est effectivement fonctionner avec le raisonnement, avec la volonté justement de pouvoir raisonner et peut-être aussi fonctionner dans des classes à l'extérieur, dehors, c'est-à-dire voir un peu ce qui se passe autour, avoir la curiosité pour pouvoir apprendre. Oui, alors là, moi je donnais un exemple qui était relativement facile à faire dans le cadre qu'est l'école, mais effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. Le fait que l'école soit effectivement quelque chose qui est assez borné. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que le concept fondamental tel qu'il est construit, y compris l'idée de focaliser sur l'intelligence cognitive qui aujourd'hui est fortement concurrencée par la machine, il faut la repenser assez profondément. Donc c'est une vraie révolution finalement quand même de l'école et non pas une réforme de plus. Non, la question n'est pas du tout comment apprendre mieux avec l'IA. Oui, certes, mais c'est pas simplement le comment. C'est d'abord le pourquoi. Et quand je parle de démotivation, quand les jeunes sont confrontés à une dissertation ou un exercice de maths difficile et qui est résolu en quelques secondes par la machine, en tant qu'adulte, on a du mal à s'en rendre compte. Mais pour eux, c'est extrêmement déprimant. Oui. Et à la longue, ça le sera de plus en plus, ça va peser. Alors on parle beaucoup des élèves, potentiellement des familles par extension, et aussi des profs, fatalement, parce que ça veut dire aussi une formation peut-être un peu différente, à la fois sur le plan de la formation initiale et aussi sur le plan de la formation continue. Oui, bien sûr. Coopérer. Bien sûr. Quand on parle notamment de trouver la bonne place de la machine et de l'humain, moi je considère que la classe inversée, qui ne date pas de mes inventions, c'est une technique pédagogique qui existe depuis longtemps dans laquelle on demande aux élèves d'apprendre par eux-mêmes. Et en classe, d'appliquer, d'être dans l'échange, est extrêmement pertinente à l'âge de l'IA. Parce que l'IA, comme vous le disiez en introduction, est un formidable tuteur. Donc, pour apprendre, c'est formidable. On demande à l'IA d'expliquer, en fait, je ne comprends pas très bien la dérivée, donne-moi des exemples pour que je comprenne. À ce moment-là, on va parler de la vitesse, etc. Et donc, les élèves peuvent apprendre à leur rythme, avec les illustrations qui leur font comprendre les concepts. Mais ça veut dire que, mais vous posez la légitimité, du coup, des enseignants. Non, pas du tout, parce que justement, on est bloqué dans cette idée que la classe, c'est un truc pyramidal où on transfère du savoir. D'abord, en neurosciences, ça ne fonctionne pas comme ça, le savoir ne se transmet pas, c'est pas comme quand on télécharge du contenu, c'est pas comme ça, c'est que le cerveau fonctionne toujours par essai-erreur. Voilà, donc, et on peut très bien apprendre tout seul dans la vraie vie. Heureusement, on continue à apprendre. Il n'y a pas de prof, je le dis aux élèves. Voilà, il n'y a pas de prof dans la vraie vie. Et donc, on sait qu'à 18 ans, on continue beaucoup d'apprendre. Ouais. Voilà, donc apprendre tout seul, ce n'est pas du tout un problème quand on est à l'ère de l'IA. Et à ce moment-là, le prof, pour arriver sur votre question de la formation, effectivement, devient quelqu'un qui va animer l'échange, la discussion, qui va approfondir la compréhension des concepts de plaques tectoniques, si on parle de ce sujet-là, en classe, en faisant des petits groupes, en faisant des applications en petits groupes, en créant des débats, etc. Et là, on apprend non seulement à avoir utilisé la technologie avant le cours, mais à développer la relation humaine et son savoir-faire dans la collaboration, dans l'échange,
en classe. Et c'est comme ça qu'on crée cet équilibre entre l'interaction humaine et l'interaction avec la machine. Un petit mot pour les parents, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais on est pris par le temps. Donc, vous lirez, bien entendu, le livre de Boris Valbaum, Éducation IA. Mais un petit mot sur les parents qui doivent eux aussi s'adapter à cette nouvelle forme, effectivement, à la fois d'école, de vie, de réflexion, de regard que l'on porte sur l'intelligence. Qu'est-ce que vous préconisez? C'est-à-dire développer les activités extrascolaires, ça vous le dites beaucoup, évidemment. Mais peut-être valoriser aussi les intelligences un peu différentes, variées. Oui, mais les activités extrascolaires développent précisément. Oui. Quand on est en compétition sportive, bien évidemment que l'intelligence émotionnelle, elle est fondamentale. Les coachs sportifs vous diront que l'intelligence émotionnelle est un élément absolument majeur de la capacité d'un athlète à retourner le match quand ils sont menés 4-7, 2-7 à 0, par exemple. Donc, l'extrascolaire, justement, apporte cette dimension-là. Et puis, l'extrascolaire, en général, on ne le fait pas seul. Mais même quand on est seul et qu'on fait de la musique, par exemple, autre exemple, la ténacité qu'il faut développer quand on doit se colter un morceau de piano sur 5 semaines, je l'ai fait, moi, donc je peux en parler en connaissance de cause. Voilà, j'ai développé une capacité de résilience, une persévérance qui, je pense, m'aide dans ma vie d'entrepreneur. Donc, oui, il y a toutes ces dimensions-là. Je fais beaucoup de conseils pratiques à la fin de chaque chapitre dans le livre. Il y en a un autre. Je dis aux parents d'être très prudents sur le libre accès à ces modèles de langage que sont ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Parce que ce n'est pas des outils pour enfants. Et justement, ce rapport à la machine peut être complètement biaisé si les enfants sont laissés librement à jouer avec ces outils. Ces outils sont extraordinaires, mais leur utilisation doit être encadrée. Après, il y a des applications qui sont avec de l'IA, qui sont à fin scolaire, etc. Donc là, pas de problème. Mais ces grands modèles de langage où on discute de façon complètement libre de n'importe quoi, il n'y a pas de version enfant. Il y a pas, donc, mais peut-être même pour les adultes aussi d'ailleurs, oui. Parce qu'ils sont peut-être perdus aussi pour beaucoup d'entre eux. Oui, par ailleurs, c'est vrai. Mais alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je pense que jusqu'à la fin du collège, il vaut mieux éviter de donner libre accès à ces machines. Par contre, le faire avec eux pour explorer leurs passions, etc., et qu'ils découvrent cet outil qui est quand même magique. Pour tout savoir justement sur l'IA, sur l'éducation à l'IA, sur réinventer l'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle, eh bien vous courez acheter le livre de Boris Valbaum paru aux éditions Débat Public. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Grand JT, Boris. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Patrick Chenet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général des MJC de France, la Maison des Jeunes et de la Culture. Peut-être qu'on va rappeler quand même le rôle de ces maisons qui sont vraiment fort intéressantes pour tous les villages et villes de France. Les Maisons des Jeunes et de la Culture, ce sont des associations, donc ce sont des associations locales qui sont présentes dans tout le territoire hexagonal et outre-mer et qui sont des associations d'éducation populaire, c'est-à-dire qui s'adressent à la fois aux jeunes, mais aussi à des gens plus âgés, parce qu'on a une personne sur deux qui fréquente les MJC qui a moins de 26 ans, voilà, et qui mène des actions, des activités, dont la particularité de ces actions, de ces activités, de ces projets, est finalement d'être construit avec la population elle-même. Oui, c'est ça, les citoyens sont vraiment actifs, très actifs dans le rôle, dans les actions qui sont menées par les MJC. Ça veut dire que pour une ville, si je prends celle où on enregistre aujourd'hui, par exemple Neuilly-sur-Seine, cette MJC, finalement, ce sont des citoyens comme vous et moi, eh bien, qui vont proposer des activités, qui vont aussi nourrir le quotidien culturel. Oui, c'est ça, c'est une alchimie finalement entre des bénévoles, entre des gens issus du territoire, d'implantation de la MJC, et selon les cas des équipes professionnelles ou pas, parce qu'il y a aussi des MJC où il y a uniquement des bénévoles, qui vont, avec la collectivité locale aussi, avec la présence des collectivités, on a 850 collectivités partenaires dans le réseau, finalement fabriquer une politique publique sur un territoire en matière de culture, en matière d'éducation, en matière de jeunesse, en matière de vie associative. Donc c'est très important à la fois, enfin même pour tous les publics d'ailleurs, c'est très important pour les enfants effectivement des familles aisées comme moins aisées pour pouvoir justement avoir accès aussi à cette culture-là. Alors aujourd'hui, quel est l'état de la santé financière des MJC de France, Patrick Chenet? Alors elle est, on va dire qu'elle est mitigée, c'est-à-dire qu'on abordait cette époque récente avec, on a lancé un observatoire des MJC qui nous disait que
Fin 2022, on avait une association sur deux du réseau qui était en déficit. Voilà. Donc, ce qui était déjà très, très difficile. Et c'était avant les éléments récents qu'on a tous constatés, c'est-à-dire ces 2 années d'inflation où globalement les charges des associations, les accords nécessaires concernant la revalorisation des rémunérations ont fait qu'on a augmenté globalement nos charges de 10%. Quand vous êtes dans des zones, vous l'évoquiez tout à l'heure, un peu classe moyenne supérieure ou un peu plus aisée, vous pouvez jouer globalement sur les cotisations, et c'est de rééquilibrer un peu. Parce que les cotisations, elles sont en fait en fonction de ce qu'a décidé la ville ou la MJC. C'est en fonction de ce qu'a décidé le conseil d'administration de la MJC, qui est souverain par rapport à ça, mais au conseil d'administration, la ville siège aussi, donc chacun discute finalement des modalités un peu tarifaires qui permettent l'accès. Donc c'est fonction effectivement du revenu moyen normalement des habitants de la ville. C'est lié en tout cas aux capacités, en tout cas au territoire d'implantation. Quand vous êtes en quartier populaire, il est évident que les cotisations vont être beaucoup plus faibles que dans des villes de classe moyenne, classe supérieure. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une association MJC, c'est globalement, en termes de ressources, aujourd'hui, c'est 48% d'autofinancement, donc les fameuses cotisations, les recettes de billetterie, de participation aux événements, aux activités, et 52% de subventions publiques. Voilà. D'accord. Et donc, si vous avez vos charges qui augmentent de 10%, et là, on a lancé une enquête, en l'occurrence auprès du réseau et des MJC, qui interroge les subventions locales aux associations. Et le résultat de cette enquête, donc concernant les subventions majoritairement municipales, c'est plutôt les villes, c'est les intercommunalités, mais très majoritairement les villes, ça dit que sur les 1000 MJC, on a un taux de réponse en gros de 30%, on a 300 MJC qui ont répondu à ça, on a 62% de MJC qui voient leurs subventions maintenues. Alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est que les villes font confiance déjà, mais maintenu après 2 années, vous avez vos charges qui ont augmenté de 10%. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quelque part, en euros constants, c'est que fatalement il y a une perte. Fatalement il y a une perte, d'autant plus qu'autour de ces moyens municipaux, qui ont l'air de pas trop mal, malgré tout, de résister dans cette époque, les autres ressources sont par ordre d'apparition. Donc on a les collectivités locales, plutôt villes et intercommunalités. On a ensuite la CAF, qui elle a plutôt tendance à maintenir ses soutiens, voire même à revaloriser dans la dernière coche. On a l'État et ensuite on a départements et régions. Le problème, c'est qu'autour des moyens municipaux, le reste a plutôt tendance à s'effondrer. C'est-à-dire qu'on a vu disparaître des soutiens départementaux dans énormément d'endroits. Pourquoi ? À cause du budget de l'État qui a été voté là ? À cause du budget d'État et des difficultés. On comprend plus très facilement les difficultés des départements avec le coût des compétences obligatoires des question départements. De répartition aussi, en fonction des villes, en fonction des MJC, les besoins nécessitent... oui, puis des choix politiques aussi qui ont été faits sur le soutien ou pas à la vie, à la vie associative, à la culture, à l'éducation populaire. Enfin, quand on a entendu une région annoncer son retrait complet des soutiens à la culture... Parce que, autant dire les choses. Quand je pense à la région Pays de la Loire, qui a annoncé la suppression totale de ses subventions, qui a touché très directement des actions, je pense à des radios associatives, à des soutiens des acteurs culturels de notre réseau. Et l'argumentaire, c'était quoi ? Il est compliqué l'argumentaire parce que on est tous des gestionnaires responsables. Généralement, on gère des budgets, on gère des emplois. Après, le sentiment que j'ai, c'est quand même qu'il y a manière de faire par rapport à ça. Et je pense que dans les discours qui ont été effectivement déployés par la présidente de la région, je ne suis pas sûr qu'elle en sorte très grandie sur ces éléments-là, parce qu'il y a une forme de mépris quand même pour les acteurs, d'éducation de la culture, en l'occurrence, qui étaient les premiers concernés. Mais l'argument, c'est de dire que la culture n'était pas si importante au regard du reste, c'était ça ou pas ? C'est ça le fond. C'est quand même ça le fond. Non, c'est ce que vous pensez, mais quel était l'argument ? L'argument, il était, on a des choses sans doute plus importantes, à financer. Il faut faire des choix et on fait ce choix-là, quoi. Donc, et moi, je pense que, malheureusement, l'actualité de ces jours-ci, l'actualité récente, je pense qu'on est tous convaincus, et responsables associatifs et responsables politiques, on a changé de monde quand même. C'est-à-dire que là, depuis la guerre en Ukraine, on voit quand même effectivement la guerre à nos portes, le conflit récent Israël-Iran, fait qu'on est quand même sur des éléments de fond où on voit finalement les conceptions d'état de droit quand même largement piétinées et remises en cause. Donc si on n'est pas, y compris dans nos territoires, à un moment, si on n'a pas des acteurs qui vont adresser ces questions de fond,
d'éducation à la citoyenneté, de compréhension des enjeux, de capacité à, je dirais, à négocier avec des gens différents aussi. C'est ça qu'on fait au sein d'une association MJC tous les jours. Je pense qu'on s'est un peu trompé de combat. Et puis c'est aussi le lieu effectivement où se jouent les inégalités, ou en tout cas on joue à lutter contre ces inégalités, justement, d'accès aux activités extrascolaires, aux activités périscolaires, à la culture, vous l'avez dit, à aussi des activités sportives. Donc c'est vraiment le lieu où tout se passe pour tous les jeunes des villes et villages. Quels sont les MJC les plus touchés finalement par cette baisse de subventions? Alors c'est très variable. Il n'y a pas de typologie de MJC plus touchés. Par contre, on a ce que dit notre enquête, c'est que finalement, ça va jouer plutôt dans les grandes villes. Ça résiste mieux dans les villes, villages de moins de 50 000 habitants. Mais dans les villes de plus de 50 000 habitants, on constate des résultats beaucoup plus extrêmes. Je vous disais tout à l'heure, c'est 62% qui voient leur subvention maintenue, mais c'est 22% qui voient leur subvention baisser, et parfois avec des baisses dramatiques, en l'occurrence. Et on en a quand même 16% qui voient leur subvention revalorisée, souvent du niveau de l'inflation, pour leur permettre d'équilibrer les choses. Mais dans les villes plus importantes, on a un peu le sentiment que nos associations sont peut-être noyées au sein d'une multitude d'opérateurs et que la compréhension un peu fine de ce que vous évoquez là, c'est-à-dire une MJC, c'est un peu un couteau suisse sur un territoire. C'est un endroit où vous allez adresser des questions éducatives, des enjeux culturels, accompagner des projets de jeunes, parce que c'est ça aussi le cœur de métier, c'est vraiment faire du sur-mesure dans l'accompagnement de projets de jeunes. C'est peut-être un peu moins visible, c'est peut-être un peu moins immédiatement compréhensible, parce que les élus sont peut-être un peu plus loin. Quand vous êtes dans des villes plus petites, le maire ou ses élus, ils passent une fois par semaine dans la MJC, donc ils voient bien la production, ils voient bien les actions qui sont menées, il faut bien les gens qui sont mobilisés autour. Je vais vous poser une question peut-être un peu idiote, mais tant mieux, je suis là pour ça aussi, pour poser ces questions-là. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de faire intervenir des éducateurs, des gens qui font partie aussi de ce monde, j'allais dire, éducatif, afin qu'ils soient davantage pris en charge et pris en compte dans la nécessité finalement de maintenir ces activités-là auprès de la population? Est-ce que si le fait que ce soit finalement les citoyens qui eux-mêmes fassent ce job-là, en l'occurrence, est-ce que ce n'est pas pénalisant pour les MJC? Alors, on est un réseau qui est très professionnalisé en réalité. C'est-à-dire que j'évoquais la place des bénévoles qui est essentielle chez nous, mais on a aussi 17 500 salariés dans les MJC. Sur combien de personnes qui travaillent au niveau, même bénévolement, mais qui travaillent quand même? On va dire que le ratio, c'est à peu près des 17 500 salariés pour pas loin de 40 000 bénévoles. 30 à 40 000 bénévoles, donc vous avez à peu près un ratio d'un pour deux. Mais il y a des endroits où effectivement, ce sont des animateurs professionnels, ce sont parfois des éducateurs, ce sont des directrices et des directeurs qui ont une responsabilité pédagogique dans ces équipements. Donc, je dirais qu'on tient vraiment les deux bouts. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur une approche très mobilisation de la population d'un territoire, mobilisation des acteurs et des partenaires, ça c'est l'autre élément, mais aussi avec des professionnels diplômés, formés, l'action jeunesse. Tout à fait, mais est-ce que c'est aussi pour ça peut-être que les départements, régions, États, donc les subventions publiques, ne s'intéressent peut-être pas suffisamment parce que justement, il y a beaucoup de bénévolat? Je suis pas certain de ça. Je pense que, mais par contre, vous posez la question de qui est-ce qui a été le plus touché. Les plus touchés ont été les réseaux en réalité. Oui. Parce qu'effectivement, les réseaux, qui soient au niveau départementaux, régionaux, nous, notre organisation est régionale, mais on a aussi des réseaux départementaux, ils accompagnent ces associations. Et quand les associations vont mal ou connaissent des difficultés, elles ont besoin de plus d'accompagnement. Et les moyens qu'on a perdus de manière très très directe, ça a été au profit de fédérations régionales ou de réseaux départementaux. Et pour la première, moi, ça fait j'agis dans les MJC depuis assez longtemps. 1994, je crois. Voilà, mais j'étais en situation de direction depuis le début des années 2000. Et on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu des réseaux dans des difficultés telles au niveau économique. Donc plus on a besoin d'eux, moins ils sont en capacité d'agir. Sachant que dans un an, on a les municipales quand même. Voilà. Donc on est inquiet. Donc on est inquiet. Voilà. Par contre, on a un petit élément quand même d'espoir, parce qu'il faut aussi en parler dans ces périodes-là. On organise la Convention nationale des MJC début juillet en Bretagne. Donc on va réunir 500 représentants, donc la moitié auront moins de 26 ans, sur les enjeux de transmission. Donc c'est quoi finalement un projet de MJC là aujourd'hui, quasiment la fin de ce premier quart du 21e siècle, et comment on s'approprie, je dirais, ce long patrimoine des MJC et comment est-ce qu'on le met au regard des enjeux d'époque. Et ça, je pense que ça va être un joli moment aussi de réunion et d'espoir. Et on le sait combien la transmission est essentielle, évidemment. Merci beaucoup, Patrick Chenu, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes directeur général des MJC, donc Maison de la Jeunesse et de la Culture de France. Merci beaucoup d'être venu avec nous. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. L'arrivée d'enfants au cœur de Buchenwald, c'est pas du tout un camp pour les enfants. Et là, en janvier 1945... Ils arrivent des ghettos, ils arrivent du camp d'Auschwitz,
Ils ont survécu par miracle. Ils sont des enfants, en tout cas des adolescents ou des grands enfants, parce qu'il faut... Les enfants qui arrivent au camp d'Auschwitz sont immédiatement exterminés. Eux sont plus grands, ils ont 13-14 ans, ou bien ils viennent des ghettos, auquel cas ils sont plus petits. Mais toujours est-il qu'ils ont traversé des épreuves terribles. Ils arrivent au camp de Buchenwald au début de janvier 1945. Un camp qui accueille tout type de détenus, hein, ça il faut le prévenir. Il a été créé en 1937. D'abord pour les opposants politiques. Pour les Allemands, voilà. les Allemands anti-nazis. Puis il y a eu des Polonais, il y a eu des Russes, des Français en très grande quantité, des Juifs, des Polonais, des Hongrois. Enfin, c'est un immense camp avec des commandos satellites, ce qui fait que Buchenwald est vraiment une machine de mort. Il n'y a pas d'extermination comme à Auschwitz, mais il y a des travaux forcés, on y meurt de mauvais traitements, manque d'hygiène, manque de nourriture, coups. Bref, ces comme enfants... dans tous les camps qui n'étaient pas des camps d'extermination, mais qui produisaient le même effet. Absolument. Et ces enfants, par miracle, vont survivre. Une année de césure, c'est forcément synonyme de pause. Alors, pause pour l'esprit, en tout cas, peut-être dans la tête. Mais... Pause dans le cursus classique. Après, pause dans l'activité, pas forcément. Non, c'est ça, tout, on peut être très, très actif pendant son année de césure. Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire plein de choses et qui se disent si je poursuis mon cursus maintenant, j'aurai pas le temps de le faire. La question de partir à l'étranger, c'est un élément, même si... C'est prépondérant, ça, le côté je veux partir, je veux découvrir une Pas forcément, il y a non aussi beaucoup de jeunes qui veulent se tester. Donc se tester soit par l'activité professionnelle, parce que c'est pas une option, en vrai, de pouvoir travailler tout au long de son parcours, alors même qu'il y a presque 40% des jeunes qui travaillent pendant leur cursus. Et de se tester aussi en termes d'engagement. On a des jeunes aujourd'hui qui s'engagent dès le lycée, de manière importante et qui ont envie de prendre ce temps-là pour se découvrir, mais aussi pour être utile à l'intérêt général. Alors, on est nombreux à ne pas forcément connaître ce que vous faites chez Adom Lingua. C'est quoi aujourd'hui votre mission et à qui vous vous adressez ? Adom Lingua, historiquement, c'est des cours de langue dans une dizaine de langues, en individuel, à l'origine en présentiel, depuis l'époque du Covid, bien sûr, beaucoup plus en visio. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on a voulu intégrer, faire du revival, un peu de techno, et y ajouter de l'IA. Mais par rapport à le tout IA, on essaye de trouver la bonne synergie, la bonne symbiose entre le professeur, personne physique, et ce que peut apporter l'IA. Les synergies sont... vraiment formidable, il y en a beaucoup. Et en tout cas, on n'est pas sur un créneau du pur IA. Je reçois, j'imagine comme vous, tous les 5 minutes, pléthore de propositions de cours par IA pur, avec prof virtuel. Nous, on a les deux, et on essaye de voir un petit peu ce qui marche le mieux et comment ça peut s'harmoniser au mieux. On commence à découvrir quelques petites choses sympathiques. C'est vrai, alors concrètement, comment ça fonctionne du coup ? Donc nous, nos cours sont toujours organisés avec un professeur personne physique. Et on y a ajouté une plateforme. On avait déjà une plateforme pour l'organisation des cours, la réservation, en gros, pour schématiser un peu comme sur Doctolib. On voyait les disponibilités du prof, on pouvait changer des documents, etc. Et sur cette même plateforme, on y a ajouté des agents virtuels de discussion, des exercices ludiques, tout ça boosté à l'IA. Et on essaye d'axer aussi sur le partage entre l'élève, le professeur, les exercices qui peuvent être faits d'une séance à l'autre. Et on observe des usages différents et un comportement différent en face de l'IA ou en face du prof, bien évidemment, et des complémentarités qui sont bénéfiques pour l'apprentissage, je pense. Alors on le disait juste avant l'anti-sèche, ce sont des enfants... C'est des petits voleurs, des petits chapardeurs, c'est des petits diables qui se croient absolument tout permis. Alors certes, il y a des raisons pour, mais ce que vous décrivez, waouh ! Les éducateurs ne sont pas formés pour accueillir ces jeunes qui ont vécu, et qui, certains le disent, ils sont plus vieux qu'eux, quelque part. À travers ce qu'ils ont vécu, à travers ce qu'ils ont vu. Mais oui, donc il y a une sorte d'incompréhension, il faut les apprivoiser. Ils se battent et font des réserves de pain sous leur oreiller parce qu'ils ont peur de manquer. Alors ils font des réserves ou ils refusent de manger du pain. Absolument. Parce que pour l'un d'entre eux... C'est son père qui est mort en mangeant la dernière bouchée de pain qu'il avait. Donc chacun a une histoire douloureuse. Certains... et puis à un moment donné, et c'est en Normandie, qu'est-ce qu'on sert du camembert ? Oui, la scène du camembert est assez drôle. Mais les gamins, ça sent, ils sont persuadés qu'on va les empoisonner. Ouais. Donc il y a une sorte de méfiance instinctive
qu'il va falloir, au fond, c'est comme rompre la glace quand on se connaît, il faut apprivoiser. Il y a les éducatrices, alors je dis éducatrices parce que je pense à certaines figures féminines dans le livre qui font un boulot absolument extraordinaire. Une d'entre elles, ils sont tous amoureux d'elle d'ailleurs, on le sent à peine, mais ils vont le lui dire quelques années après. Absolument, parce que petit à petit, ces enfants vont apprendre à se confier, à essayer de trouver de l'aide, à raconter de temps en temps, par exemple, quand il y a la visite médicale, il y en a un qui ne veut pas prendre une douche, qui ne veut pas se déshabiller parce qu'en fait, il a le corps couvert de cicatrices et c'est autant de petits gestes qui sont difficiles. Vous dites dans votre tribune qu'il est urgent de remettre en question nos dogmes éducatifs, à commencer par celui justement d'enchaîner après le bac des études immédiates. Ça a été dit là, dans pas mal de reportages faits. Le système français est un des seuls où c'est pas prévu. En Europe, cette idée de prendre du temps après le baccalauréat ou équivalent est quelque chose de très commun. Aujourd'hui, dans notre système français, c'est pas prévu en tant que tel de prendre du temps à la fois pour tester ses compétences, pour affiner son orientation, et puis pour avoir un peu des chemins de traverse avant de rentrer dans un... C'est quoi ? On se dit que c'est une prise de risque, ça va même pas être inscrit au final officiellement dans notre parcours, sur notre CV ? Alors en fait, la plupart des jeunes le voient comme une prise de risque parce qu'il ne faut pas redoubler, parce qu'il faut enchaîner, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut faire, parce qu'il faut avoir un projet somme toute assez linéaire. C'est ce qu'on demande aux jeunes quasiment tout le temps. On voit que les parcours sont absolument pas linéaires et que c'est pas parce qu'il est linéaire qu'il est heureux ou en tout cas bien perçu par les jeunes à la fin. Et donc, oui, il n'y a pas de... Pression financière aussi ? Alors, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un autre élément. Il y a le fait que ce soit valorisé ou pas dans le cursus en termes de compétences, mais il y a aussi le fait qu'il faut le financer. Ouais. Et on a aujourd'hui une précarité chez les jeunes, et notamment chez les étudiants, qui est très forte. Et donc, quand on méconnaît le dispositif, c'est vrai que ce n'est pas celui auquel on pense en premier. Quand on regarde le marché des applications linguistiques, aujourd'hui, déjà, elles sont très nombreuses et on a parfois l'impression que tout se ressemble avec des promesses marketing qui sont très similaires. En quoi, justement, vous faites mieux que les autres? Alors, mieux, on va être humble. On essaye, en tout cas, des choses et on observe des choses. Mais vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être passé dans un excès inverse. C'est vraiment le tout ludique. C'est un jeu. Et c'est très marqué. Il commence à y avoir beaucoup d'articles sur notre concurrent le plus célèbre, on va dire, si on peut appeler ça un concurrent, parce qu'on est dans un domaine un peu différent, Duolingo, où on commence à avoir beaucoup de retours sur les... Nous, il n'y a pas un client qui nous appelle en nous disant je fais déjà des cours ou des travaux avec Duolingo, et pourtant, je m'intéresse à vous. Pratiquement tous les gens qui nous appellent, tous les élèves et les futurs élèves ont suivi Duolingo. Et le truc, c'est qu'on est vraiment dans l'extrême ludique, j'ai envie de dire, avec ces applications, et qui ont un intérêt évident. On a réussi à capter une audience qui est parfois difficile à travailler, on a intéressé les gens, mais pour le coup, on se demande si le but sur ces applis, c'est pas plus de jouer que d'apprendre. J'ai même la conviction que c'est vraiment un jeu avant tout. C'est ça. Quand j'en parle autour de moi, les gens, ce qui leur plaît, c'est de faire des séries de plusieurs jours en se connectant tout le temps. C'est de gagner des badges et tout ça. Ça nous inspire en même temps. Ça nous inspire beaucoup. Mais on va essayer de trouver, et c'est notre positionnement, le bon équilibre entre apprendre en jouant et jouant en apprenant, et surtout en essayant d'y inclure aussi un professeur personne physique dont on est convaincu de l'apport. Et au travers de quelques anecdotes, vous verrez que, avant que l'IA s'y colle, je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie aujourd'hui, à la réalisation Mani Pézèche, au son Thibaut Gorillafont, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Merci beaucoup Adrien Fanton d'être venu sur le grand JT, d'avoir fait ce JT. On vous retrouve très vite, je l'espère. Je serai là vendredi. Je ne vous ai pas parlé de cinéma dans le JT, mais je vous en parle dans le panorama. Vendredi. Parfait, j'ai hâte. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec